Sur le contexte historique de la Méditerranée romaine. Donc, le Mare Nostrum, justement, était un dense réseau d'échanges, le Mare Nostrum qui est la Méditerranée, qui est donc un dense réseau d'échanges de l'Empire romain, puisque durant les 3 premiers siècles de notre ère, la domination romaine est établie donc tout autour de la Méditerranée et les échanges commerciaux sont multipliés considérablement grâce notamment à un réseau de ports maritimes, ici représenté sur cette carte, assez conséquent. Et donc les ports étaient des centres importants d'interaction de mouvements économiques et culturels où les navires, les personnes et les marchandises partaient et arrivaient au moyen donc d'un aménagement urbain situé au front de mer, à cette interface entre donc la terre et la mer. Et ces infrastructures et aménagements fonctionnels donc vers la mer garantissaient donc un commerce de longue distance dans tout l'empire. Donc à l'époque impériale, les ports jouaient donc un rôle crucial puisqu'ils permettaient à la fois de maintenir un rayonnement économique et commercial, mais aussi d'assurer donc une circulation de personnes et de marchandises. Donc les ports se situaient donc au cœur du développement économique d'une cité, mais aussi à l'échelle d'un empire. Il faut savoir qu'à la fin de la République, Rome devient une mégapole qui atteint près d'1 million d'habitants sous l'Empire. Donc ravitailler Rome devient une question relativement préoccupante pour les empereurs romains, puisque nourrir les citoyens romains est non seulement un défi économique et social, mais aussi politique pour garantir et maintenir une paix sociale. Donc des crises frumentaires donc, qui concernent le blé n'ont cessé de secouer Rome dès la fin de la République et au début de l'Empire et qui avait conduit à des révoltes. Et ces crises étaient notamment dues à des conditions climatiques qui avaient été défavorables, notamment en Égypte, avec des perturbations des crues du Nil, puisqu'on ravitaillait Rome avec le blé d'Égypte, qui était considéré d'ailleurs comme le grenier de Rome. Vous allez vite comprendre les parallèles que je vais établir avec l'actualité. Et donc ces crises étaient aussi dues aux difficultés majeures de collecte, de stockage et de transport des marchandises. Il faut savoir qu'on n'avait pas de port à Rome. Les marchandises transitaient par Puzzole qui se situe donc dans la région de Naples. Et donc cela ne facilitait pas du tout l'acheminement des marchandises. On pouvait perdre des marchandises, se les faire voler également. Donc justement, un des auteurs anciens qui s'appelle Suétone, qui est auteur notamment de la vie de Claude, évoque justement que sous Claude, lors d'une disette, Claude avait été accueilli sur le forum par une avalanche de morceaux de pain, c'est un petit peu les gilets jaunes de l'époque. Seule l'intervention d'hommes armés et l'existence d'une porte dérobée lui avaient permis donc de s'échapper de cette foule en colère. Et un autre auteur qui s'appelle Dion Cassius affirme également qu'une famine était survenue. L'empereur avisa aux moyens d'avoir non seulement dans le présent, mais aussi pour l'avenir, des vivres en abondance. Et Claude, comprenant les difficultés, avait donc entrepris un gros projet, celui de construire un port pour Rome, à savoir Portus, dont nous parlerons juste après. C'est donc pour faire face à ces difficultés d'approvisionnement que des innovations et des réflexions sur la marine, l'architecture portuaire et les systèmes de stockage se sont considérablement développés à l'époque. Et justement, on avait des enjeux relativement importants puisqu'on devait répondre aux besoins alimentaires croissants de sa population. L'État romain donc s'est doté dès la République d'une institution spécifique. Donc on avait cette institution qui s'appelle l'Annone, qui prenait en charge donc l'acheminement des denrées de première nécessité. On avait des distributions gratuites de blé aussi, donc de pain à savoir. On pouvait même encadrer et geler les prix donc, à une certaine période de crise. Donc, et ce système économique nécessitait une organisation logistique assez complexe, de la production au transport, mais aussi du stockage à la distribution des denrées alimentaires. Et cela nécessitait donc des infrastructures portuaires relativement performantes. Et donc, on peut comparer ce contexte avec l'actualité, notamment avec les ports de mer Noire, puisqu'on considérait
les ports, enfin le blé d'Ukraine comme étant le grenier un petit peu de l'Europe, mais aussi d'Afrique. Donc j'avais retrouvé quelques titres un peu phares qui montraient que ces accès maritimes étaient encore des préoccupations actuelles depuis l'Antiquité en fait. L'implantation stratégique des ports on peut avoir de lourdes conséquences et on l'a vu avec la guerre en Ukraine. Dès que la guerre en Ukraine a éclaté, on a vu que le blocage des ports ukrainiens de la mer Noire avait empêché notamment je vais y arriver, l'exportation de millions de tonnes de céréales et qui ont eu de lourdes conséquences et provoquant une flambée des prix sur le marché mondial. Cela a suscité aussi pas mal de panique dans plusieurs pays et des craintes de famine. C'est pour ça que j'ai retrouvé des mots qui étaient médiatisés, hein, comme des ouragans, une crainte d'ouragan de famine suite à ces conséquences. Donc, crainte de famine notamment en Tunisie, au Liban, qui ont conduit à des manifestations, à des instabilités dues à la flambée des prix alimentaires. Et là, je ne traiterai pas non plus le prix de l'énergie aussi. Et en fait, ces conditions étaient relativement similaires à 2011, quand le printemps arabe aussi a éclaté. Donc que ce soit dans l'Antiquité ou aujourd'hui, vous l'aurez compris, l'exportation des céréales peut avoir de lourdes conséquences. Et si l'on en revient aujourd'hui à l'époque romaine, donc comme je vous l'ai dit, si on s'en réfère au texte antique, si vous vous rappelez bien, donc un certain empereur Claude a décidé de remédier à tous ces problèmes de pénurie de blé et pour garantir une stabilité, une certaine paix sociale, donc on a entrepris de gros travaux à Portou, situé donc à l'embouchure du Tibre, à un peu plus de 20 km de Rome. Hein. Donc là, vous voyez la carte pour vous resituer. Rémi avait fait une carte assez intéressante, je trouve, qui vous remet la ligne de rivage antique, la ligne de rivage actuelle et le tracé de l'ancien bassin. Le bassin donc, de Claude, hein, le premier bassin, et ensuite le bassin de Trajan dans un second temps a été construit, qui est d'ailleurs encore visible aujourd'hui. On parlait d'ailleurs de biodiversité, c'est un lieu assez intéressant d'un point de vue de la biodiversité, mais bon, je n'en parlerai pas ici. Donc cet événement majeur pour l'Empire romain est commémoré, l'inauguration de ce port est commémorée par les sesterces de Néron, qui mettent en avant donc la prospérité économique d'un empire. On retrouve ici le symbole d'un bassin portuaire en activité, fréquenté par divers types de navires de commerce et bordé d'entrepôts qui peuvent faire référence justement à l'abondance et aux richesses d'un empire florissant. Et on sait que, par exemple, pour vous donner quelques chiffres, sous le règne d'Auguste, l'Égypte fournissait à Rome plus de 20 millions de modilles de blé par an et on évalue à 60 millions de modilles les besoins en blé de Rome sous Néron assurés par voie maritime, ce qui représente en fait plus de 420 000 tonnes par an. Donc, si on considère qu'un bateau à tonnage moyen au 1er siècle, on doit considérer environ 6 000 bateaux par an qui devaient fréquenter donc, le port. Donc un peu plus tard, comme je vous l'ai dit, Trajan a donc décidé de créer donc un deuxième bassin. Donc là, on se retrouve à partir de Trajan, donc c'est-à-dire au IIe siècle, avec un système portuaire à deux bassins à l'interface de la terre, de la mer et du Tibre. Donc on a un bel exemple de l'exploitation de l'eau maritime, fluviale, mais aussi on a tout un réseau de canaux navigables. Donc il faut savoir que c'est un projet totalement pharaonique. C'est un complexe portuaire gigantesque qui a permis de garantir pendant des siècles un approvisionnement en céréales de la capitale d'un empire qui avait atteint, donc, comme je l'ai dit, plus d'1 million d'habitants à l'époque impériale. Donc le bassin dit de Claude s'élève à 200 hectares et la restructuration du règne de Trajan a permis donc un second bassin hexagonal plus à l'intérieur des terres de 64 hectares et ce qui signifie qu'on pouvait avoir une capacité nette de stockage pour l'ensemble des entrepôts de plus de 3,5 hectares. Donc
Donc, Porto, c'est l'exemple par excellence du génie romain. Donc là, comme je vous l'ai dit, on travaille plus sur les questions de restitution et de réflexion sur ces infrastructures qui mettent en avant ce génie romain. Donc, je laisse à présent la parole à mon collègue Rémi Fabon. Merci. Alors, on a vu que pour l'empereur Claude, le risque politique induit par un mauvais ravitaillement alimentaire est supérieur au risque économique. Dion Cassius va évoquer d'ailleurs à ce titre des architectes qui vont tenter de dissuader l'empereur dans son projet de construction du fait des capitaux nécessaires à la construction du port. Mais pour l'empereur, construire ce port, Portus, ça va être un investissement d'avenir qui d'ailleurs sera repris par tous ses successeurs. Alors, le site que vous avez à l'écran vous montre pour le moment un paysage lagunaire. Ce paysage lagunaire a pu être restitué à partir de différents carottages effectués par des collègues géomorphologues, dont Jean-Philippe Guaran et Ferrol Salomon. Voilà. Alors, comment vont se dérouler ces travaux d'aménagement? Pour répondre à cette question, on va s'appuyer à nouveau sur les deux auteurs évoqués par Stéphanie, donc Suétone et Dion Cassius, et également donc, sur les carottages et ce qui a été observé au cours des fouilles successives. Donc si on prend première partie de citation de Dion Cassius, on nous dit « Il creusa bien avant dans le rivage un espace qu'il garnit de quais et y fit entrer la mer ». Donc Dion Cassius nous explique ici que les quais ont en fait été construits d'abord sur la terre ferme et que dans un second temps, on a creusé la lagune en fait pour faire rentrer l'eau et qu'elle parvienne jusqu'au quai. Hop. Ensuite, on nous explique, puis il jeta de chaque côté dans les flots des môles immenses. Donc c'est vraiment l'infrastructure principale du port qui vient constituer le bassin portuaire, dont il entoura une grande portion de la mer et y fit une île où il bâtit une tour portant des fanaux. Donc ici, Dion Cassius nous décrit l'implantation des môles en arc de cercle, qui vont former justement ce bassin portuaire, et l'île qui accueillera le phare. Et en dessous, vous avez un autre extrait qui vient de Suétone, qui nous raconte en plus une petite anecdote concernant la fondation de ce môle du phare. Donc, à cette période, pour cette diapo, on est entre les années 42 et 64 de notre ère, cette dernière étant l'année d'inauguration du port sous Néron, comme vous l'a montré Stéphanie tout à l'heure, avec la Monnaie. Une quarantaine d'années plus tard, on va arriver sur ce fameux bassin hexagonal, le bassin de Trajan, voilà, qui va être creusé à son tour. Et sur le pourtour de ce bassin, on va intégrer tout un tas d'entrepôts de stockage qu'on appelle des auréas, a priori sur le même modèle des entrepôts de stockage qui préexistaient déjà du temps de Claude. J'en profite d'avoir la diapo sous les yeux. Est-ce que vous voyez la souris si je fais ça? Non, pas du tout. Ah si, voilà. Ok. Non, alors, simplement pour vous présenter un espace sur lequel on va faire un focus. Donc ici, hop, voilà. Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la darse. Donc c'est le secteur le plus ancien qui date vraiment du projet claudien. Et là, vous avez un môle en particulier dont on reparlera un petit peu tout à l'heure. En parlant de la darse, donc là, vous avez le plan de la darse avec les vestiges observables tels qu'ils sont aujourd'hui. Vous voyez que c'est assez lacunaire. On a une grande partie de ces vestiges qui sont en effet recouverts par la végétation et par des remblais. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois sur le terrain pour y accéder. On est vraiment obligé de passer au milieu de la forêt. Voilà, il y a une faune assez importante aussi, dont les serpents. Voilà, donc c'est pas des rencontres hyper sympas, surtout si on est un peu flippé des serpents. Alors, ces vestiges d'entrepôt, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont des auréas, sont construits en briques et ils sont observables sur une longueur d'environ 300 mètres orientée est-ouest, comme vous pouvez le voir ici. Et sur cette seule portion de site, on a recensé environ un peu plus de 150 cellules de stockage. Donc 150 cellules de stockage au sol. Si maintenant on regarde l'axe nord-sud, les vestiges sont dégagés sur environ 150 mètres, mais leur observation continue sur la partie sud, jusqu'à la petite partie bleue, en fait, ici, qui symbolise la Fossa Traiana, qui est justement un des canaux dont parlait Stéphanie tout à l'heure. Et ici, on observe de façon éparse des blocs de pierre, des voûtes effondrées, encore une fois, à cause de tous ces remblais, de cette végétation qui a poussé par-dessus. Donc il y a vraiment toute une partie du site qui est mise en valeur, l'autre qui est un peu plus laissée à l'état sauvage, on va dire. Voilà. Et en fait, en combinant nos plans avec nos observations de terrain, on se rend compte que cette darse qui a une forme de U,
à 90 degrés, en fait, on peut la reproduire au sud, jusqu'à la fossa Traiana, pour avoir une darse non plus en forme de U, mais plutôt en forme de E, ce qui nous permet d'arriver à une surface de stockage quasiment doublée, et on arrive à un peu plus de 280 cellules de stockage. Au niveau du sol, donc au niveau du rez-de-chaussée. Et je vous parle de rez-de-chaussée parce qu'on a également observé une répartition régulière de rampes d'accès à des étages. Pareil, je reviens là-dessus. Hop. Ces rampes d'accès, voilà, vous en avez ici par exemple, on va les retrouver là, 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 là. Et donc là, vous voyez qu'elles sont bien alignées sur les différents bras qui vont composer cette darse. Donc le fait d'avoir un étage, ça va nous permettre encore de doubler cette capacité de stockage. Alors, ça ne fonctionne pas forcément de partout, parce qu'il y a certains espaces, notamment sur l'axe nord-sud, où on retrouve beaucoup moins de systèmes d'accès à un étage, mais ça nous permet de proposer un chiffrage des cellules entre 500 cellules et 550, ce qui est plutôt pas mal. Merci. Pareil, il faut que je pense à passer les diapos. Maintenant, vous avez à votre droite un relevé que j'ai réalisé par photogrammétrie, donc une série de photos qu'on va, voilà, on va prendre tout plein de points de vue avec un appareil photo. On injecte tout ça dans un ordinateur qui va recalculer les différentes perspectives pour générer des modèles 3D. Donc là, c'était pour vous donner un petit aperçu de ces cellules de stockage qui sont quand même très bien, réparties de façon très homogène. Voilà. Et sur la gauche, vous voyez les auréas justement de façon un petit peu plus éclatée. Parce que là, pour le moment, je vous ai surtout parlé du niveau de sol, mais on va voir que quand on creuse, on va avoir accès à de nouvelles informations sur ces auréas, notamment au niveau des fondations. Donc on a vu tout à l'heure que la première phase de construction du port a été construite sur la terre ferme, et donc ça va être confirmé par l'archéologie, parce qu'on va retrouver des techniques de construction sur terre, avec notamment ce qu'on appelle de l'opus reticulatum. Donc c'est une technique de construction sur terre avec un système de coffrage dans lequel on va couler du béton, et sur lequel on va rajouter un parement en forme de losange ou en forme de filet, selon les appréciations de chacun. À plusieurs endroits, entre les fondations, on a également pu observer des systèmes de drains avec des amphores retournés. Donc c'est des amphores à huile en général qui ont une forme plutôt arrondie, qu'on met à l'envers, et qui vont pouvoir servir à drainer l'eau pour assurer, des infrastructures plutôt saines en termes d'humidité. Attendez, je me suis perdu dans mes notes. Voilà. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de ce qui était enfoui, d'ailleurs, désolé pour la petite coquille sur enfoui, on va passer à la partie de l'étage, la partie du déduit. Donc les fouilles n'ont pas permis de révéler des toitures avec des charpentes ou on n'a pas réussi à retrouver de tuiles non plus. Il faut savoir que le site a été dégagé pendant les années fascistes de l'Italie dans les années 30, et ça a été fait avec des travailleurs forcés, etc., etc. Ça a été évacué sur des rails avec des petits wagonnets, etc. Voilà, donc pas forcément les techniques les plus précises en termes d'archéologie, pas non plus les plus documentées, et en tout cas, voilà, de ce que nous on observe pour le moment, on ne retrouve pas justement ces systèmes de toiture à deux pans avec justement des tuiles. Ce qui nous amène à envisager des toitures plutôt sous la forme de toits terrasses, qui pourraient avoir un avantage, celui de faire sécher des cargaisons qui pourraient être un petit peu humides quand elles sortent de la coque des navires. Parce qu'il faut savoir que le grain est stocké en vrac dans les bateaux, transporté en sac et replacé en vrac dans les différentes cellules de stockage. Et dans le secteur le plus ancien, toujours dans cette darse, on n'a pas trouvé non plus de citernes ou de dispositifs de rétention d'eau, pourtant nécessaires aux opérations courantes d'entretien de la darse, ce qui nous amène à envisager la présence de citernes, éventuellement, peut-être, c'est vraiment des peut-être sur des peut-être, sur ces toits terrasses afin de recueillir des eaux de pluie.
On a une collègue en Italie, Evelyne Bukoviecki, qui avait fait des simulations d'ailleurs. Enfin, elle s'était rapprochée d'ingénieurs pour voir de quel volume d'eau on aurait eu besoin grâce à la pluie pour voir au bon fonctionnement du port. On passe vraiment à l'intérieur de ces auréas et on va parler un petit peu de ces cellules de stockage. Qui dit stockage dit forcément conservation des denrées. Et nos cellules vont avoir des dimensions assez importantes. On parle de cellules de stockage qui font en moyenne 6 mètres de largeur par 14 mètres de longueur, donc environ 84 mètres carrés. Et on a pu également observer des départs de voûte à 5 mètres 50. On a 5 mètres 50 de vestiges conservés, ce qui est quand même déjà pas mal. Et en fait, le fait de connaître la hauteur du départ des voûtes, si on restitue un arc en plein cintre, on arrive à une hauteur sous plafond de 8 mètres. Pourquoi est-ce qu'on a des bâtiments aussi élevés pour stocker des choses qui seront en vrac au sol? Ça va être en fait pour aérer justement ces cellules de stockage. On a observé à Porthous, à différents endroits, des ouvertures en hauteur, en gueule de loup. Donc ces ouvertures vont avoir une espèce de petit effet d'entonnoir, ce qui va accentuer la captation de l'air et donc renouveler l'air à l'intérieur de ces cellules. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ça va être pour ralentir le processus de fermentation du grain qui va être stocké justement à l'intérieur. Maintenant, sous les cellules, on a un deuxième système, c'est ce que vous voyez sur la diapo de droite. On va retrouver un système de sol surélevé, en fait, ce qu'on appelle des suspensourées. Et ces suspensourées vont avoir un double rôle. Déjà celui de bloquer l'humidité, mais d'en capter également la fraîcheur. Ce qui va permettre d'abaisser la température et de garder une température d'environ 21 degrés toute l'année. On va maintenant parler des constructions sur l'eau. Parce que là, donc on a parlé de tout ce qui était construction sur la terre. On a également de la construction sur la mer une fois que les bassins portuaires sont construits. Et donc pour ça, on va partir du relevé de terrain. Donc là ici, vous avez encore une fois un relevé par photogrammétrie, hein, donc ces séries de photos réassemblées. Et vous allez voir, donc on observe différents trous de poteaux, donc c'est les négatifs, enfin les empreintes laissées par des systèmes de coffrage en fait, ce qui nous permettent de restituer l'implantation des différents poteaux qui étaient à l'intérieur. Et quand on regarde à l'intérieur de ces cavités, on va observer des tranches planes également, qu'on a pu mesurer avec un mètre laser, voilà, pour déterminer la position justement de ces coffrages. Donc voilà, l'idée ça va être principalement d'injecter, d'avoir des coffrages flottants qu'on va ancrer sur le sol marin et ensuite on va couler du béton hydraulique. Donc c'est un béton qui prend sous l'eau, qui est réalisé à base de pouzzolane, donc une pierre volcanique. Et c'est un béton qui a fait ses preuves, on peut le dire, parce qu'après 2000 ans, il présente toujours des caractéristiques assez robustes et assez solides, tandis que nos bétons modernes qui prennent sous l'eau ont un petit peu plus de difficultés. Voilà. Donc on a vraiment une dimension d'ingénierie, de recherche en fait, d'un béton assez compact. Assez durable, merci, qui était déjà présent à cette époque. Et vraiment pour terminer, là je voulais vous montrer 3 diapos. Donc la première avec le mold de Claude en rouge, construit sur terre, dans lequel on a fait entrer la mer. Ça on arrive bien à l'observer sur le site archéologique. Et ensuite on va voir ces extensions avec ce système de coffrage. D'abord à l'époque sévérienne, donc on est en 200 de notre ère à peu près, et ensuite une extension tardo-antique, donc plutôt autour du 4e siècle. Donc vous voyez bien que l'implantation stratégique des ports est au cœur à la fois du développement économique des villes. Si on reprend le titre, on exploite l'eau comme un avantage économique. Il faut savoir aussi que c'est au cœur des préoccupations politiques avec des enjeux d'acheminement des céréales, que ce soit dans l'Antiquité ou aujourd'hui. L'eau est un avantage, bien entendu, pour les villes, mais demain représente une menace avec la montée des eaux pour les villes, pour le patrimoine. Donc, d'où la nécessité de documenter ce patrimoine aussi et ce paysage. Et une autre ouverture de recherche et cet examen des techniques de construction
on va dire qu'on qualifierait de low-tech, puisqu'on peut voir qu'on est capable de garder pendant plusieurs mois, de conserver du grain grâce à un dispositif de bâtiment qu'on pourrait qualifier de bâtiment intelligent, capable de réguler une température à 21 degrés toute l'année. Donc cela pourrait nous apporter un éclairage sur la façon de construire des bâtiments innovants et les durables de demain.